Abdoulaye Cissé, je suis avocat au barreau du Sénégal, professeur d'université spécialisé dans les questions de cyberdroit et de légistique. Il m'a été demandé d'introduire le thème de la gestion du risque numérique et de la lutte contre la cybercriminalité. Je l'ai fait en 3 temps. Dans un premier temps, j'ai essayé d'évoquer la question des enjeux en interrogeant le pourquoi, ce qui correspond au niveau de la conscience des acteurs, des parties prenantes. Dans un second temps, avec le quoi, pour mieux connaître les risques numériques et la manière de lutter contre la cybercriminalité. Et au troisième niveau, le comment, qui est une déclinaison de la stratégie de gestion du risque numérique. Donc d'abord, pour ce qui est du pourquoi, les enjeux aujourd'hui, cette présentation nous a permis de voir et de savoir ce qu'était le risque à partir de la définition de la norme ISO 31000. C'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Donc il faut qu'on sache dans le cyberespace comment se présente le risque numérique. C'est un risque qui est aujourd'hui lié à la civilisation numérique. Comme vous le savez, nos manières de vivre, notre sécurité, nos manières de communiquer, tout dépend aujourd'hui de la sécurité des systèmes d'information. C'est un phénomène qui est là, qui est global et qui est réel. Il est global, aucun pays n'est épargné. Tous les pays du monde, qu'ils soient très connectés, hyper connectés ou hypoconnectés ou déconnectés, tout le monde est intéressé par la question de la progression du risque numérique. C'est une criminalité qui se réalise très facilement grâce à l'anonymat et avec l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication. Et c'est en même temps une criminalité très rentable, parce qu'elle rapporte énormément de profits pour les cyberdélinquants. Certes, ce sont les entreprises qui en souffrent le plus. Ça se chiffre à plus d'1 000 milliards de dollars américains. Et cela aujourd'hui pousse à réfléchir davantage. Donc, quand on en est conscient, ça doit nous pousser à savoir que c'est un risque qu'il faut savoir gérer avec méthode et intelligence. Mais faudrait-il le connaître dans ses différents contours? Et c'était le deuxième temps de notre propos, le quoi, c'est-à-dire la connaissance des risques numériques. Ce sont des risques extrêmement nombreux et diversifiés. Mais on peut proposer une typologie simple, compréhensible, qui part des TIC, en mettant l'accent sur le risque technologique, le T, le risque informationnel, le I, et le risque communicationnel ou relationnel, le C. Donc le risque technologique concerne notamment le risque qui affecte les systèmes d'information. Et là, vous avez tout ce qu'il y a aujourd'hui comme cyberattaques ou cybermenaces qui attaquent les systèmes, qui créent des dénis de services, des utilisations malveillantes. Donc, essayons d'abord de voir le premier niveau, le niveau de la conscience. Quand on vous parle de maîtrise aujourd'hui du risque, le risque, même si chaque discipline se l'approprie, on peut parler de risque juridique, de risque numérique, de risque économique, de risque fiscal, de risque politique, etc. Le risque reste le risque. Et la difficulté que l'on constate dans la pratique, c'est que tout le monde emploie la notion sans savoir de quoi il s'agit. Ou même quand on sait de quoi il s'agit, on le cantonne, le risque, dans une logique très fermée, disciplinaire. L'économiste, le juriste, le fiscaliste, le technicien, le commercial, chacun définit le risque à sa façon. Et aujourd'hui, pourtant, on a une définition internationale du risque qui a été proposée par l'Organisation internationale de la normalisation dans le cadre de la norme ISO 31000 sur le management du risque. C'est cette approche-là que je voulais partager avec vous concernant le risque numérique. Et ça, on le fera en 3 temps.
D'abord, la définition du risque, le risque numérique et la manière dont il progresse, et aujourd'hui, comment apprendre à le gérer pour pouvoir continuer la démonstration. Quand vous raisonnez risque, aujourd'hui, voilà la définition que ISO nous propose. Le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Essayons de l'appliquer à notre secteur, le numérique. L'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Cela signifie, pour les spécialistes du management du risque, qu'on ne peut pas évaluer ou apprécier ou traiter le risque dans n'importe quel secteur si on ne sait pas quels sont les objectifs que vous poursuivez. C'est une question de bon sens. Alors qu'en temps normal, le citoyen lambda a tendance à vouloir réfléchir sur les questions de risque sans déterminer au préalable ses objectifs. On ne sait pas. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est normal. Si vous dites à quelqu'un, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à midi à l'aéroport, je ne dois pas rater mon vol, c'est parce que vous avez un objectif, votre vol. Mais si je dis, je veux juste aller à l'aéroport, les gens ne savent pas que vous avez un vol. Ils peuvent vous dire, mais prenez votre temps. Attendez de déjeuner d'abord et d'aller à l'aéroport. Vous venez, vous découvrez que vous avez raté votre vol, mais on ne connaissait pas votre objectif. Donc, en matière de gestion du risque numérique, c'est juste quelques éléments de rappel pour vous tous. C'est de savoir qu'il n'y a pas gestion de risque si on ne détermine pas les objectifs et qu'à chaque fois qu'on a des objectifs, il y a des incertitudes qui planent sur la réalisation de nos objectifs et qui peuvent nous empêcher de les atteindre. En général, les juristes ne raisonnent que sur le terrain de ce qui doit être. Le droit est un commandement, c'est le devoir être. Or, les incertitudes qui planent dans nos environnements relèvent du champ de l'être. C'est des choses qui vont se passer ou qui sont susceptibles de se passer et dont on n'a pas la maîtrise. Moi, je me fixe un objectif. Je dis en tant que juriste, voilà les commandements de la loi, ce qu'il me faut respecter. Mais je ne gère pas toute la situation. Il y a donc ces incertitudes-là qui sont entre mes objectifs et entre l'ordre de la loi et qui peuvent m'empêcher d'atteindre mes objectifs. C'est ça ce qu'on appelle les risques. Donc ça nous plonge dans la gestion de ce dilemme. Je me fixe des objectifs. Ça signifie que je sais où je veux aller. Et là où je veux aller, c'est le futur que j'ai choisi. S'il y a trop d'incertitudes que je ne maîtrise pas, c'est l'avenir qui va s'imposer à moi. Et donc, celui qui fait de la prospective, comme c'est très fréquent dans le domaine du numérique, il faut toujours anticiper, prévoir. Si vous voulez anticiper, vous projeter à très long terme, ce que vous projetez peut se réaliser si vous avez une parfaite maîtrise des incertitudes. Si vous ne l'avez pas, votre futur ne sera jamais un futur choisi, mais il sera imposé. Les objectifs qu'on s'assigne dans n'importe quel univers, et le numérique ne fait pas exception, sont des objectifs forcément variables. Vous ne pouvez pas tailler votre stratégie de gestion des risques en vous inspirant ou en copiant le modèle du voisin en face. Parce qu'il ne vous a pas révélé sa stratégie. Il ne vous a pas révélé ses objectifs. Donc, les objectifs sont des objectifs qui vous sont propres. Ils sont variables. Selon votre perspective, l'objectif de l'organisation que vous incarnez n'est pas l'objectif du prestataire, n'est pas l'objectif de l'expert qui vient vous aider. Chacun a son objectif. Et nous n'avons pas les mêmes incertitudes, les mêmes risques. C'est variable également en fonction de l'espace. Vous ne pouvez pas avoir la même stratégie de gestion de risque lorsque vous êtes à Abidjan
ou à Dakar, ou à Lomé, parce que le contexte change, selon que vous êtes dans l'espace CEDEAO, à l'échelle du continent, en Europe, aux Amériques ou en Asie. C'est forcément différent. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux de copier la stratégie de l'autre. Parfois, on copie même la stratégie du concurrent. Et c'est extrêmement grave, parce que là, vous vous faites avoir sur toute la ligne. C'est variable également dans le temps, parce que votre incertitude à court terme n'est pas forcément votre incertitude à moyen ou à long terme. Donc, tout change en fonction de la perspective de l'espace et du temps. Mais en général, dans le cyberespace, la plupart des objectifs qu'on cherche à cerner dans l'univers numérique tournent en général autour de ces trois problématiques. L'objectif de confiance, on veut pouvoir évoluer dans un environnement de confiance dans l'univers numérique. L'objectif de sécurité, et on sait que la sécurité parfaite n'existe pas, on cherche juste à optimiser notre niveau de sécurité. Et l'aléa qui reste, qui n'est pas couvert, et puis qui peut compromettre la confiance et la sécurité, nous oblige à penser traumatisme. Parce qu'à chaque fois que l'aléa se réalise, qu'il y a perturbation, que nous ne pouvons pas accéder à notre réseau ou à notre système informatique, ça signifie qu'il y a eu une sorte de traumatisme. C'est comme la petite blessure qu'on a ou l'accident de la circulation ou d'ailleurs qui peut nous poser des problèmes. Et à partir de ce moment-là, on cherche à rebondir. Essayer de renaître après un traumatisme, c'est ça la résilience. Donc aujourd'hui, ces trois objectifs génériques que l'on retrouve un peu partout, mais ce n'est pas limitatif. Chacun peut avoir ses objectifs et, comment dirais-je, les incertitudes qui vont avec. Et ces incertitudes, donc, dépendent en général, regardez chacun en ce qui le concerne par rapport à son organisation et sa propre personne, nos incertitudes dépendent de la conscience que nous avons de l'ampleur des risques. Si nous ne sommes pas très avisés, nous ne comprenons pas les enjeux, on peut passer à côté d'une petite incertitude, mais qui peut être fatale, sans s'en apercevoir, parce qu'on n'était pas conscient. Ça dépend également de nos capacités de gestion du risque. Capacité technologique, capacité financière, capacité humaine, avec les ressources humaines, capital humain. Et là, si on n'a pas toutes les capacités pour appréhender l'incertitude, on peut passer à côté de l'essentiel. Et ça dépend également de la stratégie qu'on aura définie, élaborée et mise en œuvre pour gérer le risque. Parce que ce n'est pas pareil entre celui qui est conscient et celui qui n'est pas conscient, celui qui connaît et qui a les capacités et celui qui n'a pas les moyens, celui qui a une stratégie de management du risque et celui qui n'en a pas. Et ce sont ces catégories-là d'organisations et d'individus qui interagissent dans le cyberespace. Des gens avertis, parfois extrêmement avertis, et d'autres qui ne sont pas avertis du tout. Et cela pose des difficultés. Et à chaque fois que le risque se réalise, l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs se manifeste ainsi. Ça crée de la méfiance. Vous vouliez susciter de la confiance, vous récoltez de la méfiance parce que vous n'avez pas géré le risque, avec des non-conformités à ne pas en finir, techniques comme juridiques. Vous cherchiez la sécurité, c'est l'insécurité avec son cortège de pertes, qu'on appelle communément les préjudices matériels et moraux. Vous cherchiez à inspirer confiance, et là on récolte des traumatismes qui d'un point de vue juridique, on ne les évoque pas de cette façon, mais ça débouche sur ce que l'on appelle communément la responsabilité, civile ou pénale. Parce que l'informaticien qui se retrouve victime d'une attaque qui a planté tout son système, qui se retrouve devant le juge pénal et par la suite en prison,
il vit son traumatisme, alors que ce n'était qu'un détail de conformité, de non-conformité qu'il n'a pas su gérer à temps. Donc voyez-vous, le risque numérique, il plane sur nous tous dans le cyberespace et il faut apprendre à le détecter. Aujourd'hui, il progresse. Il progresse de façon extraordinaire pour au moins 3 raisons. C'est un phénomène de la civilisation numérique, c'est un phénomène global, nul n'est épargné, et ce n'est pas de la littérature, c'est une menace réelle. Phénomène de la civilisation numérique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre sécurité, notre mode de vie, nos façons de vivre et de communiquer sont totalement dépendants des systèmes informatiques. Là, il n'y a même plus besoin de dire. Essayons d'imaginer une seule seconde qu'on soit privé de téléphone, d'ordinateur, d'Internet. Et on essaie d'imaginer notre système de vie. Je me rappelle quand j'ai participé à cet atelier de prospective, on nous demandait chaque groupe de travail, d'élaborer, d'imaginer un outil du futur qui peut renforcer la liberté et la sécurité. Et notre groupe avait proposé que l'on crée une machine à déconnexion qui permet à la personne, à un moment donné, d'être totalement déconnectée de tout et de pouvoir continuer à vivre. Aujourd'hui, vous voyez que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Les sphères publiques et les sphères privées aujourd'hui sont décloisonnées. Avant, il était possible de dire « je suis au travail, je me limite au travail. Je suis à la maison, je me limite à la sphère familiale. » Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a quasiment pas de frontières. On peut travailler chez soi, comme on peut venir au bureau et regarder des films. Donc, tout est possible dans cet environnement. Et cela va de pair avec un développement fulgurant des TIC. Chaque jour et son cortège de nouveautés. Ce phénomène de civilisation est un phénomène global qui est inhérent à notre société aujourd'hui. Le cyberespace, notre espace d'interconnexion dans lequel l'information est la ressource stratégique la plus importante. Et pour cela, elle doit être disponible, fiable et dans certains domaines clés, être confidentielle, secrète. Il est global parce que le risque numérique aujourd'hui, celui que nous craignons le plus et qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est qu'il y a des gens qui nous espionnent, il y a des gens ou des organisations qui cherchent à nous déstabiliser, parce que quand on vous connaît, on peut vous manipuler, ou saboter votre système informatique, ou le détruire. Au moins, toutes ces incertitudes-là sont des incertitudes réelles. Et vous, comme expert des TIC, vous les vivez au quotidien. Les figures sont innombrables. Cybercriminalité, certes, mais cybermenaces, cyberattaques, cyberfraude, cyberguerre, cyberterrorisme, et qu'en sais-je encore. Parce que le phénomène, il est là, il est réel. Il est réel parce que nous sommes en face d'une criminalité très rentable, qui rapporte de l'argent. Je voyais des statistiques un peu anciennes, début 2010, je n'ai pas vu l'actualisation, mais qui appréciaient déjà le produit de la cybercriminalité à plus de 1200 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente? Et les statistiques montraient que plus de 80% des victimes étaient des entreprises et des organisations. Ça montre que c'est une criminalité aujourd'hui rentable, mais qui est aussi facile à réaliser. Quand on regarde même les trucs banals de l'escroquerie, par exemple, sur Internet, ça rapporte, ça enrichit. Et pourtant, il y a toujours des personnes inconscientes, insouciantes, qui tombent dans les filets des cybercriminels. Et aujourd'hui, c'est au cœur des problématiques dans l'appréciation du risque numérique, parce que vous avez la question du vol de données, de la dénaturation des données, vous avez les vols d'identité, qui sont aussi des vols de données, d'une certaine façon, des usurpations d'identité, et des défigurations de sites web.
juste pour capturer aussi des données dont les victimes ne perdent pas seulement des données, mais s'appauvrissent aussi en perdant de leur argent. C'est de l'intelligence stratégique qu'on utilise en matière de gestion du risque numérique. C'était quelques mots pour nous permettre d'entrer dans le champ de la connaissance du risque numérique. Aujourd'hui, les risques ne sont pas faciles à compter. Il y en a de partout. Les experts qui s'intéressent à la typologie des risques numériques savent que c'est un véritable casse-tête. Je me suis amusé à, dans un souci de simplification, à les limiter à 3 grands groupes de risques. Ça n'a rien d'original. Je pensais qu'on est dans les TIC. Il y a la famille des risques technologiques, la famille des risques informationnels avec les I et la famille des risques communicationnels ou relationnels. Ça permet de pointer 3 facteurs pertinents dans l'univers numérique qui sont les catalyseurs des risques. Soit c'est le système d'information, soit c'est les données, soit c'est les personnes. S'il y en a d'autres, c'est souvent des sous-catégories, des sous-rubriques. Donc, risque technologique, risque informationnel, risque communicationnel ou relationnel. Joël de Ronet disait, par exemple, pour la communication, qu'on aurait pu définir les TIC comme les technologies de la relation. Parce que c'est la dimension la plus importante, parce qu'in fine, la technologie et les données rejaillissent chez l'individu, chez la personne. Donc on va essayer de donner juste quelques éléments. C'est davantage la démarche que le contenu que vous connaissez mieux que moi qui fait l'objet de la présentation. Donc les risques liés à la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux, les risques liés aux données, et les risques liés au fait des salariés et des tiers, des individus d'une façon générale. Essayons de les passer en revue un à un. Quand on a, par exemple, quand on regarde dans l'espace CEDEAO, nous avons une directive de 2011 de la CEDEAO sur la lutte contre la cybercriminalité. Certains États ont commencé à les intégrer. Vous les connaissez, sinon M. Wan peut vous les donner. Actuellement, ils sont publiés sur l'Internet. Et ces quelques éléments que je vous donne sont aujourd'hui considérés comme des infractions pénales dans la directive. Mais il faut que les États les intègrent dans leur code pénal ou dans une loi anti-cybercriminalité avec maintenant des peines pour que les tribunaux puissent poursuivre et sanctionner. Tant que ce n'est pas fait, la directive elle-même ne peut pas s'appliquer parce qu'elle est adressée à des États et non pas à leurs organes directement. Donc, quand il y a attaque par déni de service pour saturer un ordinateur ou un système en réseau, c'est aujourd'hui une infraction. Quand vous avez les vols ou altérations de données, ou la destruction d'un système par un virus informatique, avant ça n'existait pas dans la zone CEDEAO. Parce que vous savez que, peut-être ceux qui ne sont pas juristes, juste pour un rappel, le droit pénal fonctionne avec ce qu'on appelle le principe de la légalité, qui signifie tout simplement qu'on ne peut pas poursuivre une personne au titre d'une infraction qu'elle aurait commise, ni la sanctionner s'il n'y a pas un texte de droit pénal. Pas d'infraction sans texte, pas de peine sans texte. Si on n'en a pas, on ne peut pas poursuivre quelqu'un. Et la légalité pénale veut qu'on récuse, qu'on rejette le raisonnement par analogie. Les définitions sont très prises et s'interprètent très strictement. Le vol, dans le code pénal classique, le vol, et pour les États qui n'ont pas encore intégré les dispositions sur la cybercriminalité, voler, c'est soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui. Juridiquement, soustraire, c'est prendre et ne plus rien laisser. Il n'y a plus rien là-bas. Si vous dites, il a volé mes données, il les a copiées dans son flash disk, mais les données sont encore chez vous. Donc juridiquement, ce n'est pas un vol. Il a fallu que le législateur intervienne pour dire le vol de données
est assimilé au vol. S'il ne le dit pas, on ne peut pas poursuivre. Et pour la petite histoire, dans l'histoire de la Grande-Bretagne par exemple, avant, dans leur droit pénal classique, le législateur britannique condamnait les voleurs dans l'infraction de vol de chevaux. Et le juge anglais relaxait tous les prévenus qui étaient accusés d'avoir volé un cheval. Parce qu'il disait la loi parle de vol de chevaux, c'est au pluriel. Donc en matière pénale, c'est une réalité. Pas d'infraction sans texte. Vous en avez plusieurs cas, je vous donne les attaques virales, les prises de contrôle à distance, avec les botnettes ou avec les mules, la défaillance d'un système de sauvegarde, le sabotage interne avec des programmes malveillants, la pénétration illicite dans un réseau, l'espionnage, l'interception de données, la défiguration de sites web. Pour ne citer que quelques exemples, qui aujourd'hui peuvent tomber sous le champ de la loi pénale. On n'est pas dans un exposé de droit pénal, autrement ça peut être fastidieux de sortir et de dérouler des textes. Mais ce que je voudrais vous préciser à ce niveau-là, c'est que nous sommes en face de cyberdélinquants, les cybercriminels. Un cyberdélinquant ou un délinquant, quel qu'il soit, a un profil criminologique. Qu'est-ce qui le pousse à ne pas faire comme les autres et à agir mal? Dans le droit pénal classique, on dit que le délinquant est animé d'une rationalité d'inadaptation. Il est inadapté. Les gens travaillent pour gagner de l'argent, lui il vole pour gagner de l'argent. Il est inadapté. On a essayé d'appliquer cette rationalité au droit des affaires et au droit du cyberespace. Et on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Parce que celui qui commet les forfaits dans le cyberespace n'est pas inadapté. Parfois c'est un ingénieur, un expert qui attaque un système. C'est comme en droit des affaires, vous avez des délinquants qui font de l'évasion fiscale, qui sont maires d'une commune, qui sont peut-être présidents d'une fondation, qui luttent contre la déscolarisation des filles et qui sont en même temps proxénètes. Ça brouille les repères parce qu'on ne sait plus à qui on a affaire. Et donc, on a considéré qu'ils n'étaient pas animés d'une rationalité d'inadaptation, mais d'une rationalité d'hyperadaptation. C'est des personnes hyper adaptées, qui comprennent plus que tout le monde comment fonctionne le système, qui savent exploiter les failles pour pouvoir commettre les infractions dans le cyberespace. Et c'est là où on a vu aujourd'hui qu'il se développe un véritable marché d'échange des vulnérabilités des logiciels. Je vous donne des statistiques qui ont été publiées sur Internet. En 2011, 7000 failles, 26 millions de codes malveillants prêts à l'emploi. Les gens viennent se servir pour commettre leur forfait. Il y en a qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. C'est comme si on rendait libre la vente d'armes sur la place publique. Après, vous ne devez pas vous étonner de voir des meurtres ou des vols à chaque coin de rue. Alors que dans le cyberespace, c'est ce qui se passe. Donc, sécurité des systèmes d'information, mais aussi le risque lié aux données. Aujourd'hui, on les vole. On vole votre identité et on peut commettre des choses en votre nom. D'où l'importance aujourd'hui de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, dont les sanctions se retrouvent dans la lutte contre la cybercriminalité. Donc ça fait partie de la cybercriminalité. Et c'est très regrettable de le remarquer, le peu d'intérêt que l'on accorde à la protection des données à caractère personnel dans la sous-région. Donc il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'autorité de protection. L'acte additionnel CEDEAO est là depuis 2010. Les États traînent des pieds pour mettre en place les institutions de régulation et de protection. Et même les entreprises en font peu de cas. Les autorités de régulation que vous êtes, aussi, vous n'êtes pas dans un régime dérogatoire. Vous devez vous conformer à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Les problèmes d'altération de données,
de destruction, les vols de cartes bancaires. Mais c'est des vols de données sur les cartes bancaires, qui peuvent être des domaines bancaires, l'escroquerie, les enchères en ligne, le blanchiment de capitaux. Donc il y a aujourd'hui un éclatement de la cybercriminalité qui n'est pas seulement limité, comme au départ les gens pensaient le croire, à la fraude informatique. Aujourd'hui, ça déborde. Le blanchiment de l'argent en ligne, avec l'argent électronique est là. Vous avez les enchères en ligne, non réglementées, et parfois même quand elles sont réglementées, il y a des écarts. La protection des données à caractère personnel, les contrefaçons de logiciels et toute autre atteinte à la propriété intellectuelle en général. Et vous avez d'autres risques. Vous pouvez avoir le système le plus perfectionné du monde, mais avoir un agent véreux qui vend vos données, qui ne garde pas ses mots de passe, avec un système de suivi, évaluation laxiste. Donc, il faut aussi les regarder parce qu'il y a des incertitudes qui viennent de là. Les comportements à risque des salariés. Je me suis retrouvé une fois dans une banque avec un agent qui disait que le mot de passe de son appareil était trop long. Donc, il l'a écrit sur un post-it et collé à l'écran de sa machine. Mais n'importe qui peut passer derrière, photographier et avoir son code d'accès. Donc, ce sont des menaces réelles dans un environnement où on est tous interconnectés. On a des cartes d'identité numérisées, des passeports biométriques, les administrations se dématérialisent et s'interconnectent. Donc l'enjeu, c'est de sécuriser les données et de protéger parmi ces données, les données à caractère personnel notamment. Vous avez troisième catégorie de risque, le risque informationnel et relationnel, communicationnel et relationnel, autant pour moi. Pourquoi communicationnel ou relationnel? Parce que les TIC sont les technologies de la relation. Donc la dimension personnelle est extrêmement importante. Il met en rapport des individus, même s'ils ne se voient pas, mais on sait qu'il y a des individus derrière. Et donc ce risque est lié au comportement des salariés dans les entreprises, des fonctionnaires, mais des individus lambda qui se connectent. Parce qu'ils interviennent dans le cyberespace, mais complètement désarmés. Parce qu'il y a du tout. C'est comme la langue d'Ésope en philosophie. Il y a le meilleur, le cyberespace est capable du meilleur comme du pire. Et c'est ça ce qui rend l'intervention des individus extrêmement vulnérable. Un expert en TIC disait que lorsqu'on entre dans le cyberespace et qu'on interagit, qu'on laisse ces informations, ces données par la magie de la traçabilité, c'est comme si dans l'espace physique normal, on déposait ses biens dans la rue et on rentre chez soi en pensant les avoir posés à un endroit sûr. Il dit c'est la même chose. Donc celui qui en est conscient, il choisira au moins l'espace dans lequel il mettra ses biens. Et c'est ce qui va le décider à acheter des serrures, à trouver un gardien, etc. C'est le même phénomène que nous vivons également dans le cyberespace. Donc voyez-vous, ça c'est le niveau de la connaissance. Conscience d'abord, connaissance ensuite des risques. Troisième temps de la démonstration, c'est le comment, avec la stratégie de gestion du risque. Vous savez, aujourd'hui, en matière de gestion du risque, il y a une norme internationale, la norme ISO 31000, qui définit la méthodologie du risk management. Et si on l'applique au numérique, ça va nous permettre, en 3 temps, à l'intérieur de la gestion du risque. Si vous voulez gérer correctement un risque numérique, il faut d'abord vous situer. Dans quel contexte vous êtes? Par exemple, je pourrais être là en disant, mais si on était en hivernage, je crains la pluie, par exemple. Je suis à l'extérieur, je n'ai aucun mur de protection. Si je suis à l'intérieur, ce n'est pas le même risque. Donc, pour comprendre les risques, il faut situer le contexte. Le contexte interne de l'organisation ou de l'individu concerné et le contexte externe, l'environnement dans lequel il évolue. Savoir qui fait quoi, qui est qui.
Il y a des techniciens, il y a des juristes, il y a des concurrents, il y a des prestataires, il y a des gouvernements, il y a des juges, il y a tout le monde dans cet environnement. Et je peux être amené à interagir à un moment ou à un autre avec n'importe quel de ces acteurs. Donc il me faut connaître mon environnement, le mailler de la façon la plus serrée possible. Une fois j'ai cela, je commence maintenant à apprécier le risque. Apprécier le risque nécessite 3 actions. Il faut identifier le risque, il faut l'analyser et l'évaluer. Quand vous l'identifiez dans votre contexte, vous saurez qu'est-ce qui est risque technologique, risque informationnel et risque relationnel ou communicationnel. Vous les seriez, vous les rangez. Vous dites maintenant, je les analyse. Pour les analyser, j'ai une double opération technique et juridique. Technique, c'est de dire, voilà ce qui se passe. Par exemple, c'est un déni de service ou c'est un virus malveillant qu'on envoie, c'est de l'espionnage. Je vais faire l'analyse juridique pour savoir quelle est la règle de droit qui s'applique à ce risque technique. Ça, c'est l'analyse. Aujourd'hui, c'est une analyse très complexe parce que ça peut relever du droit pénal, ça peut relever du droit bancaire et financier avec les vols des cartes bancaires, ça peut relever de l'audiovisuel avec les TV ou autres, ça peut relever du code de la presse, ça peut relever du droit pénal avec la cybercriminalité, fraude informatique, ça peut relever du droit des télécoms, ça peut relever du droit du blanchiment de capitaux, ça peut relever du droit de la propriété intellectuelle, donc ça va dans tous les sens, n'est-ce pas? Et vous avez, une fois analysé, vous l'évaluez. Évaluer un risque, c'est savoir combien ça vous coûte si vous ne faites rien. Le jour où il y a des dégâts, vous le quantifiez, vous le mesurez. Aujourd'hui, dans les organisations, ça tourne autour de 15% des chiffres d'affaires. C'est colossal. Ça va de 3 à 15%. Donc, si vous savez que vous êtes une entreprise qui peut perdre 15% de son chiffre d'affaires, la mise en place d'une stratégie de gestion du risque, en général, vous coûte 1 à 2%. Donc, le jeu est fait. Ça permet de convaincre le management, l'actionnariat. Quand vous voulez investir des sommes très importantes, ils vont dire, mais non, ça c'est du gaspillage, ça ne nous avance à rien, on n'a pas été attaqué, etc. Mais dès qu'ils mettent en place la stratégie, ils peuvent dormir tranquille. Parce que ça ne sert à rien. Il y a beaucoup d'illusions de la non-sécurité, de l'insécurité. C'est que rien ne vous arrive. Mais le jour où ça vous arrive, vous perdez tout. Donc c'est pour dormir tranquille que l'on évalue l'insécurité, la non-sécurité pour savoir jusqu'à quelle hauteur on est prêt à investir. Donc, contexte, appréciation du risque, traitement du risque. Comment on traite maintenant le risque? Le risque, on fait tout pour que ça ne se réalise pas. Donc, on le prévient. On le prévient pour que ça n'arrive pas. Quand ça arrive, on le traite. On peut traiter en minimisant les dégâts. On peut traiter en neutralisant les dégâts. On peut aussi traiter en essayant de rebondir avec les plans de remise à l'état, par exemple, pour sortir du traumatisme et avoir un système résilient. Et on peut également, dans tout ce dispositif de traitement, se retrouver devant des régulateurs, des autorités administratives indépendantes. On peut se retrouver devant le juge. On peut se retrouver devant des tribunaux en ligne aujourd'hui. Donc, il y a une panoplie de solutions de traitement qui sont possibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une cohabitation entre des méthodes préventives et curatives, des méthodes juridiques et des méthodes techniques et sociétales. Voyez-vous, un cas concret, vous avez des adolescents, des enfants qui sont victimes d'attaques cybercriminelles. Vous pouvez avoir une démarche de prévention, de sensibilisation dans les écoles, les lycées, les universités. Sur le plan technique, vous protégez les infrastructures critiques, vous développez les antivirus et vous conscientisez les gens sur les comportements à risque qu'il faudrait éviter. Vous voyez, donc c'est l'ensemble de ces informations-là qu'on a cherché à partager avec les différents participants à ce séminaire en leur rappelant que dans la zone Afrique de l'Ouest, il y a des textes communautaires harmonisés aujourd'hui qui s'appliquent. L'Afrique de l'Ouest a une directive depuis 2011 sur la lutte contre la cybercriminalité.
Depuis 2010, il y a eu 2 actes additionnels de la CEDEAO, un acte additionnel sur les transactions électroniques et un acte additionnel sur la protection des données à caractère personnel. Il appartient donc aux États maintenant de mettre leur législation en harmonie pour que ces textes soient effectifs. À l'échelle continentale, un projet de convention de l'Union africaine a été élaboré et suit le cours de son adoption. Il a déjà été validé par la conférence des ministres des TIC et des télécoms depuis 2012, si mes souvenirs sont bons, oui, à Khartoum. Et cette année, au mois de mai, là, le 16 mai, la conférence des ministres de la justice de l'Union africaine a adopté le texte de la convention, le projet de texte, et qui est programmé à l'agenda du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir à Malabo la première quinzaine du mois de juin. Donc si le texte est signé, s'ouvre la période de la ratification. À l'échelle africaine, il faut 15 États qui ratifient le texte pour que le texte entre en vigueur. Donc on a évoqué que l'idée selon laquelle la CEDEAO pourrait jouer un rôle de leader, parce qu'il a déjà plus de 15 États. Donc il suffit que tous les États de la CEDEAO ratifient en premier pour que la Convention africaine entre en vigueur. Et là, il restera les autres phases encore d'intégration dans le droit interne, de mise en œuvre, mise en place des institutions, renforcement des capacités pour que l'Afrique puisse jouer son véritable rôle et donner corps au manifeste de Smart Africa. Parce que c'est ça l'enjeu, que l'Afrique puisse compter, peser de son poids dans le cyberespace. Voilà quelques mots sur ce qui a été dit tout à l'heure et partagé avec les participants. Et je vous remercie.